C'est bon? Après ce petit incident technique, on va pouvoir commencer. Donc merci d'être venu à notre université sur Java E et ses points d'extension. Donc, on va vous parler pendant 3 heures de comment on peut étendre Java E de manière propre et naturelle. Donc je me présente, donc Antoine Sabot-Durand, je suis développeur senior, software développeur chez Red Hat. Donc chez Red Hat, j'ai pour rôle principal d'être co-spec lead sur la spécification CDI, dont je vais vous parler donc aujourd'hui. Je mène cette spec avec Pete Muir, donc qui est aussi chez Red Hat. J'ai également en charge l'écosystème CDI, c'est-à-dire de travailler avec la communauté pour développer l'écosystème autour du CDI. On en reparlera aussi un petit peu. Et puis je dirige un petit projet, plus un projet perso, qui s'appelle Agorava, qui est un framework CDI pour développer des applications qui consomment des données venant des réseaux sociaux. Voilà. Donc si vous voulez me suivre sur Twitter, vous avez mon hashtag, vous l'aurez en bas pendant toute la session. Si vous voulez des informations sur CDI, vous avez le hashtag de la spec CDI. Alexis. Donc moi je m'appelle Alexis Hassler, je suis développeur chez moi. Oui, je suis indépendant. Je donne des formations aussi sur Java et j'anime avec d'autres le Java User Group de Lyon. Donc là, pendant cette matinée, on va parler de Java E et donc des mécanismes d'extension avec essentiellement 2 parties. Une première partie sur les extensions CDI et une deuxième partie sur les connecteurs JCA. Et entre les deux, en gros, on va faire une pause. Alors ça devrait être vers 11h à peu près, si vous voulez vous organiser. Donc on fera une pause vers 11h entre CDI et JCA. Alors on nous demande aussi de mettre un hashtag pour la session. Donc on a choisi J3E pour Java E extension. C'est pas trop long et il n'y a pas de problème de marque avec ça. Avant de commencer, qui fait aujourd'hui, qui parmi vous développe en Java EE? Levez la main s'il vous plaît. Oui, wow. Il y en a pas mal, ça fait 80% de la salle à peu près. Mais du Java E avec des EJB, du CDI, du JCA ou Alors qui met des EJB dans ses applications? Ouais, pas mal, la moitié à peu près. Qui met du CDI? Un petit peu moins. Il y a peut-être un problème de génération là. On en reparlera. Ouais, vous en mettrez après la session. Ouais, ok. Ok. Bon, juste pour les quelques-uns qui font pas de Java EE, quelques mots sur le sujet. Donc Java EE, c'est une surcouche à Java standard. Java EE, c'est prévu pour du développement d'applications serveurs, dans le sens où on va déployer ça dans un serveur d'application. Un JBoss, Tommy, WebSphere ou que sais-je encore. Les architectures des applications Java EE, classiquement, c'est une couche front-end, une couche de présentation, une couche de service métier, une couche de persistance, et puis des technos dédiés à chaque couche. Par exemple, on a JPA pour la persistance, on a les EJB pour le service métier, on a JSF pour le front-end. Tout ça, c'est vraiment les specs qui sont dans la norme Java EE. Avec Java EE 6, on a eu aussi, il y a eu l'arrivée justement de CDI qui est venu pour faire un peu le ciment entre ces couches pour homogénéiser un peu tout ça, avec un rôle un peu transversal entre ces couches. La tendance des Java EE récents, c'est d'ouvrir un peu par rapport à ce schéma-là, de proposer un peu plus de liberté. Typiquement, JAX-RS, c'est arrivé quand JAX-RS? Java EE 6 Java EE 6, oui. Ouais. Java EE 6, JAX-RS pour avoir des interfaces REST. Java EE 7, des WebSockets. Donc ouverture vers des clients qui ne sont pas forcément du JSF. Et
Et c'est vrai que si on présente un peu cette architecture en couche comme ça, il faut bien voir qu'aujourd'hui, Java EE, c'est bien plus que juste ces 3-4 technos-là. Java EE, c'est une agrégation de spécifications sur des sujets divers et variés. On retrouve les sujets front-end avec JSP, Servlet, qui sont un peu les technos bas niveau. On retrouve le WebSocket là, qui est arrivé donc dans la dernière spec. On retrouve JAX-RS, JSON-P aussi, j'aurais pu le citer pour la partie front-end, pour moderniser un peu nos front-end. Et puis sur le côté back-end, on a donc les EJB, le JPA, JMS, ainsi de suite. Donc pas mal de spécifications qui sont agrégées. Et en fait, cet ensemble de spécifications, il n'est pas arrivé d'un coup. Ça s'est fait un peu au fur et à mesure. La première version de Java EE, qui est sortie il y a 15 ans maintenant. Putain, 15 ans déjà. Pitié. Ouais, c'est sorti il y a 15 ans, il y avait 10 spécifications. EJB avait vraiment un rôle central là-dedans. Et ça s'est enrichi au fur et à mesure. Aujourd'hui, la dernière spec, là, celle qui est sortie l'an dernier, on a 30 spécifications. Alors, ça ne veut pas dire, parce qu'on multiplie le nombre de specs, que c'est plus compliqué à utiliser. L'idée, au contraire, c'est à chaque nouvelle version d'apporter certes plus de richesse, mais aussi un modèle de développement bien plus simple. La transition s'est faite en 2006 là, avec Java EE 5 qui a commencé à être vraiment la première version pratique et utilisable. Donc de plus en plus de richesse, de plus en plus de possibilités. Et nous, ce dont on voudrait parler ce matin, c'est en se basant sur ces spécifications, voir les portes qu'on peut s'ouvrir sur des choses qui ne sont pas dans la spec au départ, mais dont on a besoin dans nos applications. Quels sont les degrés de liberté qu'on peut s'offrir en se basant sur la spec qui nous est proposée? Et donc, on a deux axes pour ça. Le premier, ça va être CDI, c'est Antoine qui va vous en parler. Et le deuxième, après la pause, ça va être les connecteurs JCA, c'est moi qui vais vous en parler après la pause. Ok. Merci Alexis. Donc comme apparemment tout le monde ici ne fait pas de CDI, je pense que ça peut être intéressant de commencer par revoir les bases avant de parler de fonctionnalités avancées comme les extensions. Je vais essayer de ne pas être trop long là-dessus, mais je pense que c'est quand même intéressant qu'on parle tous le même langage. Donc CDI, c'est l'acronyme pour Context and Dependency Injection. C'est une spécification donc, qui est apparue, comme l'a dit Alexis, avec Java EE 6 donc, en décembre 2009, qui a fêté ses 4 ans. Et qui contient en fait beaucoup de choses, parce que si on se contente de parler d'injection de dépendance, on réduit beaucoup CDI. Donc effectivement, à la base, CDI, c'était la volonté de définir un standard pour ce qu'on appelle l'injection de dépendance ou l'inversion of control. Ça parle à tout le monde, ces notions-là. Hein. Injection de dépendance, inversion of control. Okay. Donc de définir un standard pour ces approches dans Java EE et Java SE. On a également la volonté de pouvoir gérer des contextes au sein de Java EE avec CDI et des contextes qui vont être proches de la couche présentation, mais pas uniquement. Donc on en reparlera. On a également dans CDI tout un système de gestion d'événements. En fait, on implémente un pattern observer. Donc on va également en discuter. Et puis en fait, CDI, de par sa nature de solution d'injection, de découplage à travers ce système d'événements, a permis en fait de créer un espèce de ciment, une espèce de lien entre la plupart des specs Java EE. Donc aujourd'hui, ça... Oula. J'ai des interférences. Donc aujourd'hui, on a CDI qui va permettre d'intégrer plus facilement les specs entre elles et à travers les extensions dont on parlera, également d'intégrer des nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas prévues à la base dans CDI et de rajouter des fonctionnalités métiers de manière naturelle à Java EE, ce qui avant était pas forcément évident ou reposait sur des approches propriétaires. Donc, je viens de l'évoquer, donc on a un moteur d'extension dont on verra un certain nombre d'exemples à la fin de ma présentation. Et puis, ce qui est très spécifique dans CDI, puisque bon, les solutions d'injection de dépendance, je pense que
Ça existait bien avant et il y en a qui sont peut-être aujourd'hui même encore plus populaires que CDI. Un framework vert, printanier. Donc, l'approche dans CDI, ça a été de s'appuyer sur le typage fort de Java. Donc, on a un langage qui est typé fortement. Donc, on va jouer cette carte à fond. On le verra dans la présentation que je vais vous faire, comment est-ce que c'est mis en œuvre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quand même, certains jalons et dates clés, éléments clés pour CDI. Donc, comme je vous l'ai dit, la sortie de CDI 1, décembre 2009. Bon, il y a une préhistoire, mais je ne veux pas en parler. Hein. Il y a effectivement le framework que je viens de citer, Spring pour ne pas le nommer, qui a servi d'inspiration. D'autres frameworks comme Goose, un autre framework comme Sim, qui était un framework JBoss. Donc toutes ces idées-là ont permis de créer cette spec qui est sortie donc, en décembre 2009, lors de la sortie de Java E6. Donc pour Java E7, il y a eu une évolution, CDI 1.1. Alors c'est pas une évolution énorme, mais qu'il y a quand même des choses intéressantes dedans. Et je peux vous annoncer que la version 1.2 de CDI est sortie hier. Enfin, elle est sortie en fait la semaine dernière. Elle a été votée par le JCP hier. Et vous voyez, j'ai pas eu le temps de faire l'article pour faire l'announcement parce que j'étais en train de préparer cette présentation. Mais je le ferai ce soir. Et donc là, on est sur le point de commencer à travailler sur CDI 2. Donc on va commencer cet été. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, on va essayer d'adopter une approche très ouverte, plus ouverte que ce qu'on a pu avoir sur CDI 1. Enfin, sur CDI 1.1, on était ouvert, mais on va dire dans les paroles, là, on va essayer de l'être un peu plus dans les faits et d'accueillir des gens de la communauté et de faire venir des gens qui ne sont pas forcément inscrits au JCP, qui ne sont pas forcément de l'expert group, et d'avoir le plus de contributions possible pour avoir un framework une spécification qui correspond le mieux aux attentes des utilisateurs. Donc si vous voulez avoir des informations, suivre un petit peu ce qui se passe, le site de la spec CDI, vous avez le lien ici. Donc je finis juste, je vais parler jusqu'ici de la spécification, mais une spécification toute seule, ça ne fait pas grand-chose. Il faut à un moment donné qu'il y ait une implémentation. Donc CDI, on a 2 implémentations. Alors on en avait 3, maintenant on en a plus que 2 quand même, parce que je crois que le 3e, ils ont un peu disparu, enfin je vais quand même les citer. Donc l'implémentation de référence, l'implémentation maison chez JBoss, donc JBoss Weld, qu'on va retrouver dans des serveurs comme Wildfly, comme JBoss EAP, comme Glassfish, comme WebLogic. Et puis une autre implémentation qui est assez intéressante et qui offre de bonnes performances, développée par la fondation Apache, qui s'appelle Apache Open Web Beans, et qu'on va retrouver au sein de serveurs comme TomEE et WebSphere. Alors la différence aujourd'hui, c'est que donc Weld propose évidemment une version compatible CDI 1.1. Open Web Beans ne propose pas encore, ils sont encore en train de travailler dessus, avec une prochaine sortie d'une version de TomEE compatible Java E7, je pense. Alors je n'ai pas de date à vous donner, mais ça devrait quand même plus trop tarder à l'heure qu'il est. Voilà. Il y avait une 3e implémentation de CDI, qui s'appelait Candy, enfin qui s'appelle d'ailleurs toujours Candy, de la société Caoutchouc. Apparemment, ils n'ont pas la volonté de continuer à développer des choses autour de CDI, donc il n'y aura pas de version 1.1 a priori, et encore moins 2. Mais bon, on voit quand même que pour une 1.0 de CDI, on a eu 3 implémentations dès le départ. C'est quand même assez rare pour une 1.0 d'une spec. Alors là, je vais vous parler, moi, ce matin, de CDI 1.1. Quand j'y penserai, je vous parlerai également des différences avec la 1.0, si jamais vous êtes en Java E6, ce qui est peut-être encore le cas, pour qu'on puisse se raccrocher à ce qui est nouveau et ce qui marche dans les 2 environnements. Donc, à partir de Java E7, CDI est activé par défaut. C'est-à-dire que quand vous mettez une classe, si elle comporte un certain type d'annotation, elle va être détectée automatiquement au démarrage et pris comme bin CDI. Dans Java E6, il fallait rajouter un fichier bins XML qui permettait d'activer CDI. Ce mécanisme, évidemment, pour cause de rétrocompatibilité, continue à fonctionner dans E7. Donc, quand on va mettre ce fichier, on va forcer l'activation de CDI pour toutes les classes. Mais bon, il faut savoir
que ça peut amener des comportements différents entre EE6 et EE7. En gros, dans EE6, si vous n'avez pas de bins XML, vous n'avez pas de CDI. Dans EE7, si vous n'avez pas de bins XML, vous pouvez avoir des classes qui deviennent des bins CDI. Mais ça peut causer des soucis si on n'est pas au courant que ça arrive. Donc j'ai parlé de bin. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un bin? À partir de Java EE6, on va introduire la notion, fortement la notion de manage bin. Il y a une spec manage bin qui est une spec, on va dire, virtuelle. CDI l'implémente. C'est-à-dire qu'on va... C'est pas un terme qui est utilisé un peu partout, ça, d'ailleurs? Alors, c'est un terme qui est utilisé dans d'autres specs, mais pour Java EE, alors la spécification Java EE n'est pas toujours en avance sur tout. Le terme manage bin a été officialisé dans Java EE6. En fait, il venait de la spec JSF, si je ne me trompe pas, et il a été généralisé à l'occasion de Java EE6. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un manage bin? Comme son nom l'indique, c'est un composant qui est managé par un conteneur. C'est un composant qui va avoir un certain nombre qui va disposer d'un certain nombre de services. Donc il a un cycle de vie, il va supporter des fonctionnalités d'injection dont on a déjà parlé, donc IOC, Dependency Injection. Il va supporter des fonctionnalités de programmation orientée aspect, donc on va également en parler, des intercepteurs, des décorateurs. Wow. Et puis, on a fait en sorte quand même que si votre environnement n'est pas CDI, on puisse accéder à ce composant, pouvoir interroger un conteneur CDI existant depuis du code qui n'est pas CDI pour pouvoir l'utiliser. Donc, voilà, si vous avez un truc à retenir... C'est que dès qu'on voit @inject, c'est du CDI, c'est ça? Alors dès qu'on voit @inject, c'est pas du CDI. Alors, j'en ai pas parlé. Il y a une autre spécification qui s'appelle @inject justement, la fameuse spécification GSR 330. Alors qu'il y a une spécification, pour rester politiquement correct, fantôme. C'est-à-dire qu'elle va proposer un certain nombre d'outils pour standardiser la façon d'utiliser l'injection de dépendance. Donc la GSR 330, elle a été lancée 2 ou 3 mois, non, même pas, 2 mois avant la fin de Java EE6. Et donc dedans, il y a une interface et 5 annotations, je crois, pour éviter des problèmes de compatibilité et d'avoir 50 façons d'injecter des choses dans Java EE. CDI, qui était en fait finalisé à ce moment-là, a accepté d'utiliser ces annotations dans l'utilisation de la spec. Ok, donc @inject, en fait, ça peut être utilisé par plusieurs frameworks d'injection, et dans Java EE, c'est CDI qui le prend en charge. Voilà. Okay. Donc, @inject, la GSR 330, elle est implémentée effectivement par CDI, et donc ses implémentations. Spring, ça fait 3 fois qu'on cite Spring là quand même. Hein. Ouais, ça suffit. Goose et Dagger, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Donc on a d'autres frameworks qui vont utiliser @inject pour faire l'injection de dépendance. Alors moi aujourd'hui je vous parle de Java EE, donc @inject dans le contexte de CDI. Alors comment ça se passe? J'ai une classe toute bête, un service, un hello service, qui a une méthode hello. Et cette classe, elle va être détectée par le conteneur et transformée en bin CDI, de sorte que je pourrais l'injecter. Je vais pouvoir l'injecter au niveau d'un constructeur, je vais pouvoir l'injecter au niveau d'un setter, d'une méthode setter, comme c'est le cas ici, ou de manière peut-être plus standard, l'injecter au niveau d'un champ dans ma classe qui va consommer ce service. Donc, on voit, si on s'arrête sur cet exemple-là, que ici, j'ai juste l'information d'injection, j'ai un type et j'ai mon champ, la définition de mon champ, quoi. Un type et le nom du champ. On n'a pas d'identifiant, on n'a pas de nom, rien. C'est uniquement basé sur le type. Donc, quand le conteneur va avoir ce point d'injection, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je cherche un bin de type hello service. Et quand je l'ai trouvé, si je le trouve, je vais l'injecter à cet endroit-là.
Et qu'est-ce que ça donne si j'ai plusieurs classes qui implémentent une interface Hello Service, par exemple? Bonne question. Je choisis au hasard? Non, c'est la juste loterie? très loin. Alors oui, sur ce mécanisme de résolution des points d'injection, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais il faut bien savoir que c'est pas fait au runtime. Il y a une phase au démarrage du conteneur où on va où le conteneur CDI, le moteur CDI va inspecter tous les points d'injection et toutes ce qu'on appelle les injections de target, c'est-à-dire que les cibles qui peuvent être injectées, et qui va vérifier s'il y a des ambiguïtés, vérifier s'il y a des points d'injection qui ne sont pas satisfaits, et qui va lancer une erreur au démarrage. Donc tout est vérifié avant que l'application ne commence à tourner. Alors on verra quand même qu'il y a des cas où on peut avoir des problèmes d'ambiguïté au runtime, mais donc tout ce problème de résolution est fait au démarrage. Il ne reste pas moins que la question d'Alexis est valable. Qu'est-ce qui se passe au démarrage si j'ai plusieurs bins de type Hello Service? Je vais devoir utiliser un mécanisme qui s'appelle le qualifier. Donc, par exemple, si je transforme un petit peu le code que je vous ai montré, donc je crée une interface Hello Service, et puis j'ai deux implémentations, une en français et une en anglais. Quand je fais mon point d'injection Hello Service, donc le mécanisme d'injection, il est intelligent, il s'est retrouvé évidemment un bin par ces interfaces, mais là il va trouver deux implémentations, la French et la English. Donc je vais pouvoir lever l'ambiguïté. Donc si je fais rien, évidemment j'aurai une exception au démarrage, donc il y aura ambiguous resolution, et mon déploiement va planter. Donc pour pallier à ça, je vais utiliser un qualifier. Qu'est-ce que c'est qu'un qualifier? C'est une annotation. Donc on va manger beaucoup d'annotations avec CDI. Alors on va manger des annotations et on va manger des métadonnées autour des modèles annotés. On en reparlera tout à l'heure, qui va nous permettre de manipuler les annotations sur les classes, les annotations sur les champs et sur les méthodes, et sur les paramètres des méthodes. Donc, je définis mon annotation. Sa seule particularité, c'est qu'elle porte une méta-annotation, le @qualifier, pour dire attention, cette annotation, c'est un qualifier, elle va servir à qualifier un bin ou qualifier un point d'injection. Donc là, j'ai défini deux qualifiers, un qualifier French, un qualifier English, et je vais pouvoir les utiliser au moment de la définition du bin. Donc je vais pouvoir dire, tiens, mon bin French Hello Service, il est qualifié French. Je vais dire plutôt qualifié que qualifié. Hein. Et mon bin English Hello Service, je vais le qualifier English. De sorte que je vais pouvoir, par la suite, au point d'injection, également utiliser le qualifier pour dire, voilà, je vais ici injecter le bin avec le qualifier English et le bin avec le qualifier French. OK. Donc là, on a vu que j'ai fait deux qualifiers. Je pourrais très bien avoir une approche différente, et donc avoir des qualifiers un peu plus élaborés. Je peux avoir des annotations avec des membres. Donc là, au lieu de faire mon qualifier French, mon qualifier English, je pourrais décider d'avoir un qualifier language. Dedans, je définis un membre, le membre value, donc le membre par défaut, où il n'y a pas besoin de passer le nom quand je définis la notation. Et puis, j'en ai mis deux. J'ai mis un membre value et puis un autre membre qui s'appelle description. La différence entre les deux, c'est que le deuxième, il porte une métanotation non-binding. Donc la notation non-binding va me permettre de dire ce membre de la notation, elle ne sert pas à fabriquer le qualifier. En gros, si j'ai deux annotations language avec les mêmes valeurs dans value et des descriptions différentes, on considérera que ces deux qualifiers sont identiques. Alors que si la valeur est différente, on considérera que ces deux qualifiers sont différents. Donc là, mon membre value, il a un type enum qui est language, donc là j'ai mis French et English. Vous pourrez avoir des classes, ce que vous voulez. Enfin, tout ce qu'on peut mettre dans une annotation, quand même des limitations. Alors quand je dis ce que vous voulez, non. On ne peut pas mettre par exemple de tableau comme membre non-binding, mais bon, c'est quand même un détail plutôt avancé. Donc, et après, je vais pouvoir utiliser ce qualifier un peu plus évolué. Donc, de la même façon que j'avais utilisé French et English, je vais pouvoir utiliser language French et language English.
Donc le système de qualifier, il est important parce que c'est ce qui va me permettre justement de travailler avec plusieurs implémentations d'un même bin. Donc voilà, donc là je fais le point d'injection, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc en ce qui concerne la résolution des qualifiers, alors là on a vu qu'il y avait un qualifier, on peut en mettre plusieurs. Je peux créer un bin avec plusieurs qualifiers et je peux créer un point d'injection avec plusieurs qualifiers. Donc la règle, quand j'ai un point d'injection, c'est je cherche un bin qui porte tous les qualifiers que j'ai sur mon point d'injection. En gros là, ma résolution elle est bonne. Donc j'injecte le add French et il se trouve oui, que j'ai bien un French Hello Service qui a le qualifier French. Il a d'autres qualifiers effectivement, console et secured, qui sont également des qualifiers, mais il a bien tous les qualifiers de mon point d'injection. Donc c'est un candidat à l'injection. Évidemment, identique si je rajoute console, on a bien deux qualifiers. Il se trouve que ces deux qualifiers sont dans la liste des qualifiers de mon bin. Si je mets les 3, évidemment, c'est le cas. En revanche, dans ce cas-là, ça ne marchera pas. D'accord ? Donc, parce que mon point d'injection, il a 3 qualifiers. Oups. Et j'ai pas en tout cas, dans le code que je montre, j'ai pas de bin qui porte ces 3 qualifiers. Donc, j'aurai un unsatisfied injection. Donc, au sein de CDI, on a des qualifiers réservés. Donc, le qualifier default, qui est le qualifier par défaut, ça tombe bien. Donc, c'est le qualifier qui va être appliqué à tous les bins qui n'ont pas de qualifier. Donc, c'est ce qui permet de retrouver un bin, on va dire nature, qui n'a pas été qualifié. Un autre qualifier particulier qu'on va pas mal utiliser tout à l'heure, juste après d'ailleurs, qui est le qualifier any. Ce qualifier, il va être appliqué à tous les bins qui sont créés. Donc c'est un qualifier qui va me permettre d'injecter n'importe quel bin à un endroit. On verra comment c'est utilisé. Donc j'ai la garantie que tous les bins vont avoir ce qualifier any. Et le dernier qualifier, alors qui n'est pas un qualifier CDI, qui est effectivement une des 5 annotations de notre spec @inject, qui est le qualifier @named, qui est en fait la seule exception dans CDI concernant le typage fort. Donc c'est grâce à @named que je vais pouvoir dire ce bin, il a un nom. Alors par défaut, le nom c'est le nom de la classe, mais bon, je peux rajouter en paramètre de named un nom explicite. Et ce qui va me permettre d'utiliser ce bin depuis la couche présentation, notamment avec l'expression language par exemple. Pour JSF, c'est ça ? JSF utilise ça. Donc, quand je vais en expression language JSF mettre un dièse accolade mon bin tartampion, ben, je vais chercher dans la liste des bins CDI celui qui porte @named et qui a le nom name tartampion. Ok, donc si on l'utilise ailleurs dans CDI, ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Alors le problème, c'est qu'effectivement, des gens qui sont habitués à des frameworks d'injection de dépendance qui historiquement n'étaient pas basés sur des typages forts vont avoir tendance à utiliser @named. Donc on peut très bien utiliser @named sur les définitions des bins et sur les points d'injection. Et ça veut dire que là, on perd les avantages de CDI, on repasse dans de l'injection, on va dire, basée sur des identifiants. Et en fait, on perd pas mal de puissance du framework. Donc jusqu'ici, on a vu de l'injection, on va dire, basique, directe. On peut avoir besoin, dans notre application, de décider au moment du runtime de ce qu'on veut injecter, de ce qu'on veut récupérer. Donc pour ça, il y a un mécanisme dans CDI qui s'appelle le programmatic lookup, qui est en fait une résolution de l'injection au runtime. Ouais, c'est bizarre ton truc, parce que là je vois que tu utilises toujours @inject, mais tu n'injectes pas un Hello Service, mais une instance de Hello Service. C'est juste pour faire plus compliqué, c'est ça ? Ouais, c'est pour faire plus compliqué. Non. Alors en fait, instance, ça va être une espèce de moteur de résolution d'une collection de bins. Donc là, en gros, instance, c'est une espèce de... faut voir ça. Factory, c'est pas le terme. Un moteur de résolution. Également, une classe sur laquelle on peut itérer, donc qui implémente itérator. Donc je vais pouvoir boucler
sur l'ensemble des bins répondant à ce que je souhaite faire. Et je vais pouvoir donc dans mon code sélectionner le bin final que je veux récupérer ou tester si les règles d'injection que j'ai définies font que j'ai un bin qui existe, donc si on peut résoudre la demande, ou si malgré tout ce que j'ai demandé, on est encore en situation ambiguë, c'est-à-dire plusieurs bins sont candidats. Ok, donc si j'ai plusieurs bins de type Hello Service, ça va pas planter ici au déploiement. Donc, si je fais ça au déploiement, ça plante pas. Okay. Et c'est le cas où ça pourra peut-être planter au runtime, puisque je vais peut-être à un moment donné demander quelque chose qui va poser un souci de résolution. Mais c'est à moi, dans mon code, à ce moment-là, d'utiliser les méthodes qui sont dans instance, qui sont les méthodes isAmbiguous et isUnsatisfied, si ma mémoire est bonne, qui vont permettre de tester si l'instance, dans son état courant, possède une ambiguïté ou ne possède pas de réponse satisfaisante. Et si les deux cas sont... Si j'ai pas d'ambiguïté et si j'ai au moins une réponse, à ce moment-là, je peux faire le get sur mon instance et je sais que je vais récupérer un bin. Donc, par exemple, le code c'est toujours mieux que des belles paroles. Donc là, je vais pouvoir injecter instance de Hello Service et puis, avant d'utiliser, je vais pouvoir tester est-ce que mon instance est satisfaite. Oui, mon instance est satisfaite, donc là parce que j'ai un note. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir faire un get sur l'instance, donc je vais récupérer un Hello Service et appeler ma méthode Hello. Donc là, tel que c'est... Je crois qu'il y a une question pour toi. Oui. Attendez, micro. Oui, si Hello Service est une interface et qu'il y a plusieurs classes qui l'implémentent, est-ce que Instance va donner n'importe laquelle de ces classes? Non, alors là, le code est un peu raccourci. J'aurais dû tester, not service is unsatisfied et not service is ambiguous. Donc là, en gros, ce code-là, il est un peu bébête, mais c'est parce que après je vais vous en montrer d'autres. C'est le cas où j'ai qu'un seul Hello Service et je le récupère au moment du runtime plutôt que faire l'injection. Là où ça va être intéressant, c'est si je fais ça. Alors, oui, quand même, ce que je pourrais dire, c'est que s'il y a plusieurs Hello Service, je pourrais faire un select sur son type au moment du get. Je pourrais décider de faire un service select type final du bin, donc implémentation de l'interface, et faire mon get derrière. Ce qu'on va faire... En fait, là, tu as du code qui marchera bien s'il n'y en a qu'un seul. S'il y en a plusieurs, le code est un peu plus compliqué, mais ça marche aussi. Voilà, tout à fait. Okay. Ce qu'on va faire plus souvent, plutôt que d'utiliser des types, on n'aime pas trop utiliser des types en CDI parce que, en fait, un bin, il a plusieurs types. Alors, petite parenthèse, donc le bin, il a son type final, donc l'implémentation du bin. Il a toute la hiérarchie de classes dont il peut effectivement être l'héritier, y compris la classe object. Donc tout bin est de type a le type object. Donc je peux faire un inject. Je pourrais faire un inject de object et mettre le qualifier. Si je trouve que j'ai un bin qui est un seul qui porte ce qualifier, j'aurai effectivement le bin qui va être injecté dans l'objet en question. Et je peux également avoir un instance de object et faire la résolution runtime. Ce qui est également comme type toutes les interfaces qu'il implémente ou que ses ancêtres implémentent, à l'exception de serializable et de clonable, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc on a une collection de types associés à notre bin qui va permettre de l'injecter avec différentes approches. Donc là, un exemple plus intéressant, et qui est plutôt basé sur la résolution liée au qualifier. Donc là, je vais dire, je veux injecter tous les Hello Services, enfin une instance de tous les Hello Services, quel que soit leur qualifier. D'accord ? Et donc là, je me retrouve probablement, en tout cas si on prend les exemples que j'avais avant, j'ai au moins 2 Hello Services, le French et le English. Je me retrouve avec une collection de 2. On pourrait imaginer une application modulaire ou un framework dans lequel
un tiers utilisateur pourrait rajouter d'autres hello services en allemand, en japonais, en ce qu'on veut. Et donc, à l'origine, je ne sais pas combien de traductions me sont fournies. Donc, je vais pouvoir ici, par exemple, prendre mon services, donc il y a une instance de hello service, et puis faire une boucle dessus. Et puis, pour chacun des bins qui correspond, eh ben, je vais pouvoir appeler la méthode hello. Donc, j'aurai bonjour, hello. Non, j'allais dire arigato, non, c'est pas ça. Guten Morgen, etc., etc. Très polyglotte, oui. Instance, c'est un itérable. Oui, c'est un itérable. Alors là, on voit une boucle. Ok, bon. Maintenant, résolution, c'est quand même plus intéressant. Donc là, on pourrait imaginer, par exemple, que l'utilisateur final de l'application que je développe va choisir dans l'interface une langue, par exemple, et que je vais récupérer donc sa saisie et pouvoir sélectionner le bin candidat que je veux manipuler au runtime en utilisant la méthode select de instance. Donc service select. Je vais utiliser, alors je vais en parler après, je vais utiliser un mécanisme d'annotation littérale pour le qualifier French, et je vais faire un get dessus. Donc, annotation littérale, est nécessaire, donc c'est quelque chose qui est dans CDI, c'est quelque chose qui est nécessaire puisqu'on ne sait pas faire d'instance d'une annotation en Java. On ne peut pas faire new de add French. Alors effectivement, on pourrait dire, bah ouais, mais on a qu'à mettre la classe du qualifier. Le problème, c'est que vous avez vu, les qualifiers ils peuvent avoir des membres. Donc pour créer un qualifier, une instance de qualifier de @language de French, j'ai pas de moyen dans Java de le faire. Donc il y a ce mécanisme d'annotation littérale qui va me permettre de créer une fausse instance de mon qualifier pour pouvoir la soumettre à la méthode select de service. On verra également que ça sert pour le mécanisme d'événement, on pourra utiliser la même chose. On a également une autre problématique un peu analogue, là je ne vais pas parler dans les exemples, on peut utiliser des types, et CDI, contrairement à beaucoup de choses en Java, il fait la distinction entre les types paramétrés. En fonction des paramètres des types, il va se comporter différemment. Donc c'est des types différents pour lui. Et le problème, c'est qu'en Java, on a cette magnifique feature qui est le type Erasure, c'est-à-dire que nos paramètres disparaissent au runtime. CDI en garde une trace, mais si on veut pouvoir faire une requête de « je veux récupérer, je sais pas moi, un bin de type map string integer », c'est pas la même chose qu'un bin de type map string long, par exemple. Je vais devoir utiliser une autre classe, un autre mécanisme qui s'appelle le type littéral, que je vais devoir créer, et qui va me permettre de créer, en fait, dire une signature de type paramétrée. Ça va, personne n'est perdu? On verra dans les exemples, je vais utiliser des annotations littérales tout à l'heure. Donc voilà, là on est déjà sur des aspects un peu plus avancés de CDI. On va continuer à s'enfoncer en parlant des contextes. Donc jusqu'ici on a parlé d'injection, c'est tout. Et puis de résolution au démarrage, au runtime, etc. Donc on a parlé du D et du I. Maintenant on va parler du C de CDI, donc les contextes. Donc dans CDI on a la gestion de contexte. Donc qu'est-ce que c'est qu'un contexte? C'est un mécanisme qui va me permettre de gérer un cycle de vie autour d'un bin. Quand est-ce qu'il est disponible? Quand est-ce que je peux le demander? Quand est-ce qu'il va être créé? Quand est-ce qu'il va être détruit? Alors dans CDI 1.0, j'avais pas du tout la main sur ce mécanisme. C'est-à-dire que j'avais des contextes qui se créaient, par exemple un contexte de type session, session au sens session HTTP, donc qui était créé au moment où la session existait. Dès que je demandais un bin dans ce scope, dans ce contexte, il était créé et mis dans le contexte, et puis il était détruit à la fin quand la session était détruite. Je n'avais pas de possibilité de dire moi manuellement utilisateur, enfin développeur, ok maintenant ce serait bien que ce bin, j'en entends plus parler, tu me l'enlèves de la session. Comme on peut le faire d'ailleurs en programmation classique, de dire voilà je prends l'HTTP session et je retire tel objet de la session. Donc à partir de CDI 1.1, on a un contrôle plus précis, on peut décider qu'un bin disparaît d'un contexte. Donc, dans CDI, on va dire out of the box, pour parler en bon français, on a les contextes suivants qui sont fournis. Donc, le contexte dépendant,
C'est un contexte un peu particulier parce qu'il est c'est le contexte où je vais créer un bin à chaque fois que je le demande. Voilà, donc son contexte est dépendant du bin qu'il injecte, en gros, ça veut dire ça. Et après, des contextes, on va dire, qui vont être plus longs, qui vont exister de manière plus longue. Donc le contexte requête, request scope, donc la requête HTTP. Le contexte session scope, la session HTTP encore. Conversation scope, qui est un contexte un peu particulier qui me permet de créer au sein de ma session une espèce de contexte temporaire qui va me permettre, par exemple, de créer un wizard. Donc j'ai 4-5 écrans qui s'enchaînent, je vais pouvoir avoir un contexte dedans. Ça va me permettre d'avoir, par exemple, un système de réservation et de pouvoir assurer que ce système de réservation va se comporter correctement si j'ai 2 fenêtres ouvertes sur ce système. Donc je vais avoir deux conversations différentes qui vont se dérouler avec mes bins qui vont être différents dans ces deux conversations. Évidemment, un contexte application qui va être pour toute l'application. La conversation, ça marche dans JSF ou ça marche ailleurs aussi? Alors la conversation, ça marche. Alors, ça marche facilement dans JSF, mais ça marche également ailleurs. Pourquoi je dis facilement dans JSF? Parce qu'il y a un marqueur pour pouvoir suivre la conversation, qui est un paramètre dans la requête. Dans JSF, si on utilise les mécanismes de redirection intégrés à JSF, ce paramètre, il est transporté automatiquement, on n'a pas à s'en occuper. Si on est dans une application de type servlet ou JSP, je vais devoir, ou même HTML classique, je vais devoir, pensez-moi, développeur, à faire en sorte que ce paramètre soit bien baladé de page en page. Et moi j'ai vu aussi du code avec du @singleton. C'est la même chose que Application Scope ou... Alors, @singleton, donc c'est un scope effectivement qui, en théorie, est supporté par CDI. En pratique, il est très très mal, donc je ne l'ai pas mis là. La recommandation, c'est en général d'utiliser Application Scope. Le résultat sera le même. Le problème avec le @singleton, c'est un problème de gestion de la serialisation. Donc tous les scopes qui sont en dehors du dépendant, donc qui sont ce qu'on appelle des normal scopes, ils vont supporter la serialisation pour travailler dans des environnements un petit peu évolués ou plus lourds comme des clusters ou des choses de ce genre. Le problème du singleton, c'est que j'ai pas de support de serialisation dedans. Donc si j'utilise, je peux l'utiliser. Hein. Il faut que je définisse tout le mécanisme de serialisation de mon bin versus application scope qui a la même portée et qui l'intègre déjà. Donc on va de préférence l'utiliser. Alors pourquoi il y a ces deux amis qui se côtoient si mal? C'est que singleton, il vient de l'aspect @inject. Et Application Scope, il vient de l'aspect CDI. Voilà, désolé. Ok, donc le singleton, c'est un peu comme le name de si je fais du pur CDI, si j'ai du singleton, ça sent pas forcément très bon. Ça sent pas très bon. Ça peut poser des problèmes. Voilà. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler, mais ça peut poser d'autres problèmes. Surtout si vous avez besoin de coexistence avec d'autres frameworks d'injection de dépendance, ou quand même vous utilisez des bibliothèques comme Guava, qui prévoit l'utilisation de frameworks type Juice. Peut-être même si vous ne les utilisez pas, vous retrouverez avec des @singleton et vous pourrez avoir des problèmes au moment du déploiement. Ça peut arriver. Dernière chose que je voulais dire sur ces scopes, notamment le request scope. Alors la session scope, c'est un petit peu moins le cas, mais le request scope, donc j'ai parlé de la requête HTTP, mais en fait, c'est une convention, donc effectivement, quand on est en train de travailler dans une application web, on ne se pose pas trop la question, mais le request scope, il peut être activé à d'autres moments. Donc une tierce partie peut décider d'activer le request scope à un autre moment. Par exemple, le request scope, il va être activé dès que vous appelez des traitements back-end de type EJB, de type web service, votre request scope, il est là, vous l'avez sous la main. Si vous lancez un traitement asynchrone en EJB, vous aurez également le request scope qui sera activé. Donc, tout ça, c'est dans la spécification, mais il faut bien garder à l'esprit que, effectivement, à la base, l'idée, c'était d'être dans une approche web, mais on est au-delà de ça, d'accord? Et on pourrait très bien imaginer, alors c'est pas le cas, ça le sera, j'espère, un jour, qu'une spécification tierce comme WebSocket décide d'activer le request scope pendant un appel WebSocket pour avoir
Ça ne serait pas vraiment une requête HTTP, mais une requête, on va dire WebSocket, et un contexte qui permettra d'échanger des bins entre divers services pendant le traitement de l'appel WebSocket qui sera fait. Voilà. C'est quelque chose sur lequel on travaille avec l'aspect WebSocket en ce moment, enfin quand ils auront quelqu'un pour s'en occuper. Voilà, donc c'est pas des choses qui sont définitivement attachées à la partie web. Donc comment est-ce que j'utilise les scopes fournis? C'est très simple. Hein. Je vais annoter mon bin avec le scope en question. Voilà. Donc là, j'ai créé un caddie en session scope, donc on visualise à quoi ça peut servir. Alors, évidemment, je pourrais décider de le mettre en application scope, mais à ce moment-là, ça veut dire que je vais être un peu mono-utilisateur, donc c'est pas trop comme ça que je vais le faire. Donc je vais vraiment utiliser je vais l'attacher à la session de l'utilisateur ou à une conversation. Tu veux dire que si tous les utilisateurs d'un site partagent le même caddie, ça marche pas, quoi? Non, ça peut poser un problème. Ou alors, oui, si on fait un kibbutz ou un truc hippie, ça pourrait fonctionner à la rigueur. Donc je peux utiliser le mécanisme de conversation et mettre mon caddie dedans. Et puis, on peut très bien imaginer créer de nouveaux scopes. Donc, par exemple, on peut créer un thread scope. Alors, en plus, il existe. Hein. Il n'est pas dans l'aspect, mais les implémentations, notamment Weld, ont créé un qui permet d'utiliser CDI de manière plus simple dans des approches Java SE. Donc, je peux stocker des bins à l'échelle du thread courant. Et puis, je peux me créer de nouveaux scopes. Je peux créer un scope qui dure 1 heure. Voilà, pourquoi pas. Je peux créer un scope qui peut décider d'être activé ou pas, etc., etc. Alors, j'étais un cran plus loin. Par exemple, on pourrait, alors je n'aurai pas le temps de vous le montrer là, mais on pourrait imaginer créer un scope qui gère une session longue. C'est-à-dire pas une session au sens HTTP, mais une session qui va être stockée en base et que je pourrais réactiver uniquement soit par cookie, soit par un identifiant dans mon URL. Et donc je crée un scope qui n'est pas lié à la session HTTP, mais qui va être remonté au moment où je vais le demander et où les bins vont être rechargés. Comme en plus mes bins possèdent, enfin dans CDI on a l'obligation de fournir des outils pour pouvoir serialiser les bins dans ces scopes qui sont les fameux normal scopes, on aura tout ce qu'il faut pour le faire. Donc voilà pour ce qui est des contextes. Je pense, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. On en parlera pas trop par la suite, mais c'est un sujet quand même intéressant. Alors, c'est un sujet qui a du bon et du moins bon. Donc le bon, c'est qu'on va pouvoir stocker des choses sans trop se soucier de ce qu'il y a derrière. Le moins bon, on oublie assez souvent, c'est qu'il y a pas mal de magie là-dedans. Alors, j'en ai pas parlé, mais je vais éviter de mettre une slide hors sujet. J'en ai pas parlé, mais effectivement, on a des capacités assez sympas dans CDI. C'est-à-dire que je vais pouvoir, par exemple, injecter un bin de scope session dans un bin de scope application. Et quand je vais utiliser mon bin application, ce sera bien le bin de la session courante qui sera récupéré, et pas celui du voisin. Donc j'ai tout un mécanisme comme ça qui permet d'utiliser... évidemment, l'inverse, c'est plus facile, mais ça marche aussi. Et tout ça, c'est basé, en tout cas sur les implémentations, sur l'utilisation de proxy, donc avec des mécanismes de résolution un peu élaborés. Donc, on peut se retrouver des fois avec des comportements un peu bizarres liés à ces proxys, notamment si on rentre dans des phases de debug ou des choses de genre, ou si on regarde des stack traces, quand il y a une erreur, on peut avoir des choses un petit peu ésotériques liées à ces scopes. Donc, ça peut poser des problèmes. On va essayer de réfléchir à un moyen de simplifier ça dans CDI 2. Tu veux dire qu'il y a des stack traces en Java qui ne sont pas très lisibles, c'est ça? Ouais, ça arrive. Il se trouve que cette histoire de proxy, là je parle de CDI, on la retrouve dans beaucoup de specs CDI, les EJB, JSF, etc. Un peu en JCA aussi. Et JCA aussi. Donc on se retrouve, oui, JCA, il y en a... Puis on se retrouve avec des proxys qui embarquent des proxys qui embarquent des proxys. Donc si on prend par exemple un bin CDI qui est un EJB, j'ai peut-être oublié d'en parler d'ailleurs. Tous mes EJB sont par défaut des bins CDI. Je vais me retrouver avec le proxy donné par EJB, et puis le proxy donné par CDI, et puis si j'ajoute en plus dessus un intercepteur ou un décorateur, j'aurai encore un autre proxy par-dessus. Ça dépend de l'implémentation, mais je risque d'avoir un autre proxy par-dessus pour pouvoir gérer l'AOP. Donc je peux me retrouver avec 3 ou 4 étages de proxy, ce qui pourrait effectivement... Alors, sans parler de performance, poser des problèmes
si je devais retrouver où se produit une erreur. Donc on est en train de réfléchir à des approches, en tout cas pour CDI, qui pourraient simplifier la chose, notamment en utilisant Invoke Dynamic. Donc j'en sais un travail là-dessus, mais bon, on n'est pas encore prêt là-dessus. J'espère que pour CDI2, on trouvera peut-être des solutions sur le sujet. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que ouais, on a du code à montrer. Donc, autre fonctionnalité très intéressante dans CDI, c'est la notion de produceur. Donc jusqu'ici, le monde était parfait, on avait contrôlé notre code, etc. C'est génial. Et maintenant, qu'est-ce que je fais si le bin que je vais avoir, en fait, c'est une classe qui existe dans une librairie au fin fond du truc et que c'est pas du tout un truc prévu pour CDI. Donc le produceur, c'est ce qui va me permettre d'exposer une classe qui n'est pas un bin CDI comme bin CDI. Donc c'est très simple. Il me suffit d'avoir une méthode quelque part qui va me retourner un objet du type qui m'intéresse et je la note addProduce. À partir du moment où je fais ça, je crée un bin qui pourra être injecté avec le type de la classe retournée. Voilà. Alors on verra tout à l'heure que ces bins sont légèrement différents des bins standards découverts par le système de type discovery de CDI, mais disons que pour l'utilisation lambda, c'est assez utile. Donc évidemment, je peux très bien mettre un scope sur le bin que je produis. Donc là, je produis un bin que je mets en request scope. Donc par exemple, là on a l'exemple de l'exposition du face context JSF. Donc je vais pouvoir récupérer le face context dans l'environnement JSF et l'exposer dans la request courante, alors que ça, à la base, c'était pas prévu pour être un bin CTI. Autre chose intéressante, si je suis OK pour que le bin que je produis soit en scope par défaut, c'est-à-dire en scope dépendant, je vais pouvoir utiliser les métadonnées du point d'injection dans lequel mon bin va être injecté. Donc je vais pouvoir récupérer ce qu'on appelle l'injection point, donc les métadonnées de ce point d'injection, dans l'appel de mon produceur. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que les paramètres de la méthode qui produit, je peux y ajouter des choses. Les choses que j'y ajoute vont être des points d'injection. C'est-à-dire que les choses que j'y ajoute, ça doit être des bins que je dois pouvoir injecter. D'accord ? Donc si j'ai par exemple mon bin Hello Service dont on parlait au départ, je pourrais très bien, dans mon produceur, si je prends le précédent, parce que là on va risquer de se perdre, voilà. Mon produceur là, si j'avais besoin d'un bin quelconque que j'ai défini pour pouvoir créer mon bin final, je pourrais très bien le mettre en paramètre là, et j'aurais une résolution et une injection de ce bin. Évidemment, s'il n'y a pas de bin candidat, j'aurai une erreur au démarrage. D'accord ? Donc, si je mets des paramètres derrière, c'est comme si j'étais en at-inject sur ces paramètres. Donc, là, ce que je fais en fait, c'est que je vais donner à mon producteur un bin implicite qui est créé donc, par CDI au moment où j'ai une résolution de producteur, qui est le point d'injection de mon producteur, c'est-à-dire l'endroit où je l'injecte. Donc, exemple là, j'utilise ce point d'injection pour définir un logger. Donc je vais pouvoir, en analysant le point d'injection, savoir dans quelle classe se trouve le point d'injection, et puis créer un logger qui va récupérer le nom de la classe pour donner un identifiant valable à mon logger pour qu'il soit utilisable. Donc je peux après injecter un logger n'importe où. Exemple assez classique. Vous avez des questions sur les producteurs ? Bon, ok. Alors là, je vous ai montré comment utiliser un producteur de manière simple. On verra dans les exemples comment créer un bin de manière un peu plus évoluée et les différences que ça comporte. Alors, je vais déjà faire un petit spoiler. Le problème qu'on a avec les producteurs aujourd'hui, qui est un problème plus lié aux implémentations qu'à la spec, c'est que je ne vais pas pouvoir faire d'AOP sur ces producteurs. Je ne pourrai pas faire d'interception, je ne pourrai pas faire de décoration. Sans rentrer dans les détails, bon, c'est un peu compliqué, donc aujourd'hui on est limité là-dessus. Mais j'ai d'autres solutions pour créer des bins à partir de type extérieur. On verra tout à l'heure comment on fait pour permettre de faire ça. Donc, on va faire des extensions pour faire ça. Donc, justement, puisqu'on parle d'AOP, il y a un truc qui se passe en dessous. Ouais. Puisqu'on parle d'AOP, premier type d'AOP que j'ai dans CDI, qui a une approche assez sympa
de programmation orientée aspect qui est le décorateur. Donc décorateur parce que ça reprend le pattern décorateur, défini dans les designs, dans tous les bons design patterns. D'ailleurs, à ce propos, c'était la Saint-Pattern hier. J'espère que vous avez fêté bonne fête au design pattern. Donc mon décorateur, je le définis avec la notation @decorator. Mon décorateur, il va implémenter la même interface que le bin qu'il décore. Il va injecter quelque chose de spécial qui est en fait le bin décoré. Et on sait que c'est le bin décoré parce que j'ai cette fameuse annotation @delegate qui dit en gros quel est le bin que je décore. Et puis je vais pouvoir définir la méthode que je vais décorer. Donc là, en gros, ma méthode hello qui est dans mon bin, je vais pouvoir la définir dans mon décorateur et puis modifier le code ou faire des choses avant ou faire des choses après par rapport à l'appel final. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ça peut être embêtant si Hello Service, il y a 50 méthodes et qu'on veut juste rajouter un comportement sur une. Donc c'est la raison pour laquelle mon décorateur, il peut être abstrait. Donc ma classe décorateur, je peux la définir abstract et ne surcharger que les méthodes qui m'intéressent. Autre chose importante, alors ça, la notation @priority, c'est nouveau dans CDI 1.1, c'est l'activation de mon décorateur. Donc j'ai deux façons de l'activer. Dans CDI 1.0, il faut aller dans le fichier bin.xml et rajouter le décorateur. Dans CDI 1.1, c'est plus nécessaire. Je peux très bien le définir ici avec @priority pour donner une priorité à mon décorateur et dire dans quel ordre il va être traité pour les ordonner par rapport aux autres décorateurs. Et je vais utiliser je crois que c'est un int, un nombre qui, plus il est élevé, plus l'appel se fait tôt. Voilà. Donc 0, c'est le dernier. Donc je vais avoir résolution de mes décorateurs dans un ordre donné et résolution de mes intercepteurs dans un ordre donné, mais je ne peux pas panacher intercepteur et décorateur. Donc à l'autre bout, je peux utiliser intinject de Hello Service. La décoration, elle se fait automatiquement. Donc mon Hello Service final, il aura un comportement décoré. Donc je vais appeler ma méthode, au lieu d'appeler la méthode finale Hello, je vais appeler la méthode Hello du décorateur. Donc approche peut-être plus classique, c'est l'intercepteur. Donc le décorateur, l'intérêt, cette approche, c'est une approche plutôt métier, c'est-à-dire que je vais créer un AOP sur des comportements métiers. Quand je suis en train d'intercepter ce qui se passe, j'ai le bin final, j'ai tous ces services, j'ai tout mon écosystème. J'ai un autre type d'interception plus classique, on va dire, qui est plus une interception technique, système, qui va me permettre de gérer des mécanismes de type, log, ouverture de transaction, donc des choses qui ne sont pas liées au business dans le bin que je traite, mais à des choses transverses, de la sécurité par exemple. Donc pour travailler sur les intercepteurs, je vais devoir commencer par créer ce qu'on appelle un intercepteur binding. Donc c'est une annotation, encore une fois, qui va juste comporter la méta-annotation intercepteur binding. Une fois que j'ai défini l'intercepteur binding, je vais créer une classe qui va comporter l'annotation intercepteur. J'ai fait une erreur d'ailleurs là. Non, c'est ça. Qui va comporter l'annotation intercepteur et l'intercepteur binding que j'ai défini avant, pour dire voilà, cet intercepteur, il est associé à cette annotation, en l'occurrence le Gable. Et dedans, je vais définir une méthode, donc il y a une signature bien particulière, que je vais annoter aroundInvoke, et je vais utiliser l'invocation de contexte pour faire mon traitement, c'est-à-dire faire quelque chose après, invoquer la méthode finale, et faire quelque chose avant, invoquer la méthode finale, et faire quelque chose après éventuellement, ou faire quelque chose à la place si j'ai envie. Donc le mécanisme d'interception-là, c'est le même qui est utilisé dans d'autres endroits de Java EE, notamment les EJB. Donc c'est la même spec qui est partagée. La différence dans CDI, c'est cette notion d'intercepteur binding qui n'existe pas, en tout cas qui est différente dans les EJB. Donc après, il me suffit d'utiliser
l'intercepteur binding sur une classe ou sur une méthode pour que l'intercepteur soit appelé soit sur la méthode, soit sur toutes les méthodes si je l'ai annoté la classe. Donc dernier élément avant de commencer à parler des extensions, mais non des moindres, c'est le mécanisme d'événement qu'on a dans CDI. Oui? Attendez, le micro. Petite question sur les intercepteurs, le support dans les IDE, il en est où? Du support dans quoi? Dans les IDE? Oui, pour montrer quels sont les points qui sont interceptés, etc. Est-ce que c'est... il y en a qui supportent, genre comme AspectJ, bon, même si c'est pas terrible dans Eclipse. C'est une bonne colle, je ne sais pas exactement répondre. Je sais que dans IntelliJ, quand on a un intercepteur, il peut retrouver ses métadonnées et savoir quelle classe est interceptée ou autre, mais je ne sais pas si c'est la question, c'est ça exactement. Oui, c'est vrai. Voir, IntelliJ, je crois que JBossTools, ils ont travaillé aussi dessus. Enfin, dans le plugin AspectJ, ce qu'on peut voir, c'est à partir de l'intercepteur, ceux qui l'interceptent, et à partir des trucs interceptés qui interceptent. D'accord. Alors, je pense que pour les trois, il doit y avoir des solutions. Alors, Eclipse, évidemment, tout seul ne fera rien. Alors, je vais vous parler du plugin maison. Hein. JBossTools a un très bon support CDI et EJB. Alors, je ne vais pas être catégorique sur le fait que ça le fasse, mais je crois que ça le fait quand même sur l'interception. Moi, j'utilise, comme je suis très corporate, j'utilise IntelliJ. Ça le fait. Donc, dans IntelliJ, on a les repères pour CDI de tout ce qui est point d'injection, intercepteur, décorateur, etc. NetBeans, ça m'étonnerait qu'il ne le fasse pas. Mais bon, là, je ne suis pas utilisateur, donc... C'est un bon sujet pour un billet de blog. Ouais, exactement. Semaine prochaine. Non, mais je pense que si vous voulez vérifier ça, le mieux c'est de venir à notre lab cet après-midi sur JavaE. À mon avis, il y aura les trois IDE qui seront là, donc on pourra regarder à ce moment-là. On va être s'entraîner de Beans quand même. Ouais, on va s'entraîner de Beans. Ouais. Donc, pour les événements, en fait, j'ai un peu le mécanisme assez semblable au mécanisme d'instance. Donc je vais injecter un espèce de moteur d'événement, un espèce de générateur d'événements, dans lequel donc un type paramétré, dans lequel je vais donner le type d'événement que je vais lancer. Donc là j'ai ma classe post, puisqu'on parlait de post, qui est par exemple un post de blog avec un auteur et un contenu. Et puis je vais pouvoir à un moment donné, dans mon code, déclencher un événement. Lancer un événement avec la méthode fire. Donc je vais pouvoir faire un fire d'un nouveau post dans lequel je vais passer. Donc là j'ai un constructeur de post qui a 2 paramètres. Donc je crée mon post et je l'envoie. Et à un autre endroit dans l'application, peu importe où, je vais pouvoir être à l'écoute de cet événement. Donc je vais écouter des événements de type post. Et puis donc ça veut dire que ce code va être déclenché dès qu'on a fait un fire sur un événement du type correspondant. C'est n'importe où et n'importe quand ou... Alors c'est n'importe où. Asynchrone ? C'est n'importe où. Alors c'est n'importe où dans un bin. Donc évidemment, si votre AppTopServe vous le mettez dans un endroit qui n'est pas un bin, ça ne marchera pas. Si le bin est dépendante, il y a certaines contraintes, il faut faire attention, puisque ça veut dire qu'on va devoir instancier le bin spécifiquement pour l'appel. Et la question sur la synchronicité, oui, on n'est pas en asynchrone, on est en synchrone. Donc, si j'ai un événement qui est lancé, là, mon fire, je vais devoir attendre que tous les observeurs aient travaillé pour pouvoir passer à la ligne suivante. Alors, c'est bien, enfin, c'est pas bien, parce qu'on aime bien l'asynchrone est à la mode, mais c'est également bien parce que on va pouvoir utiliser ce mécanisme d'événement pour pouvoir modifier l'objet qu'on envoie dans l'événement. C'est-à-dire que mon post, je pourrais très bien imaginer que mon received event le prenne, modifie le contenu. Et donc à la fin, je récupérerai la version modifiée. Donc ça me permettrait de développer une espèce d'approche de type plugin où je vais rajouter une bibliothèque tierce qui va écouter un événement précis et modifier son contenu. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'événements, alors on n'a pas le temps d'en parler là, mais qui sont lancés automatiquement par CDI, notamment tous les événements liés à la partie servlet ou JSF, donc création de requêtes, création de sessions. J'ai des événements qui sont lancés et je vais pouvoir intercepter ça, par exemple sur une requête, et je pourrais décider d'avoir un observeur qui va modifier des paramètres dans la requête.
Bon, c'est un peu scabreux, mais ça pourrait arriver. Bon, il faudra trouver d'autres solutions pour l'asynchrone. Je pense que je peux en proposer dans JCA tout à l'heure. Justement, donc, pour l'asynchrone, aujourd'hui, on n'a pas de solution asynchrone. En tout cas, native CDI, si on veut faire de l'asynchrone, on peut utiliser un observeur dans un EJB et lancer un traitement asynchrone dans un EJB, ou alors dans JCA. On réfléchira pour CDI2 justement à proposer nativement une approche asynchrone. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre, alors avant que je rentre dans le code, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui n'étaient propres avant qu'aux EJB, qui ont été sorties dans Java E7 pour être mis à disposition de CDI. Alors, le plus visible, c'est l'aspect transactionnel. Donc, avant, quand on était en Java E, on voulait faire du transactionnel, on avait besoin d'un EJB, et puis on utilisait les mécanismes de transaction implicite dans les EJB. À partir de Java E7, donc ce mécanisme existe toujours dans les EJB, mais il y a un moteur, enfin il y a une configuration transactionnelle pour CDI qui a été ajoutée à l'aspect JCA, et on a une annotation acte transactionnel. C'est un truc. JCA ou JTA? JTA, j'ai dit JCA? JTA. Excusez-moi. Donc on a TAT pour transaction. Ouais, transaction. Donc JTA, qui est l'aspect de transaction de Java E, qui avant était soit utilisable à la main, soit utilisable implicitement dans les EJB. Aujourd'hui, on peut l'utiliser implicitement dans CDI. Avec acte transactionnel, on peut avoir des bins CDI qui vont être transactionnels. Oui? Là, il faut courir, c'est au fond de la salle, la question. Oui, une question par rapport à ça. Jusqu'à présent, le moteur transactionnel est géré par le conteneur EJB. Là, ça veut dire qu'on peut l'utiliser sur des bins, des managed bins qui ne sont pas EJB. Oui. Mais la contrainte est-il que ces bins doivent être dans le conteneur EJB? Non. Ils doivent être dans le conteneur Java E. Java E. Parce qu'en fait, EJB... il y avait... après l'implémentation, c'est autre chose, mais jusqu'à présent, il y avait deux conteneurs. Il y avait le conteneur web et le conteneur EJB. Et les uns communiquaient avec les autres, en dehors des homes locales, et ils communiquaient par RMI. Et la gestion de conteneur EJB, c'est lui qui était assez riche en termes de moteur transactionnel, JCA, etc. Le côté web, il n'y avait pas grand-chose. Alors, maintenant, par rapport à la transaction, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on peut le mettre dans le conteneur web? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Je ne suis pas sûr de parfaitement comprendre la question. Il se trouve que le conteneur EJB, il fournit des services qui reposent toujours et qui reposaient sur JTA. C'est-à-dire qu'on a des mécanismes... En fait, ce qu'il faut se mettre à l'esprit, c'est qu'on a le moteur transactionnel JTA qui est dans le serveur d'application Java E, que le conteneur EJB était client finalement de ce service de transaction. On pouvait faire en sorte que le conteneur web soit aussi client de ce moteur de transaction en y accédant explicitement, comme l'a expliqué Antoine. Plus compliqué, oui. Qui est un peu plus compliqué, c'est un peu moins joli en termes de code. Et CDI devient un autre client de ce moteur transactionnel, de ce service transactionnel. Donc on peut très bien avoir des bins transactionnels en dehors de tout contexte JB. On peut faire une application avec des bins CDI transactionnels sans avoir du tout de JB. Voilà. Donc on a des services, donc la transaction notamment, on a des services qui étaient avant que dans les EJB, qui peuvent maintenant être utilisés dans CDI, donc avec une façon un peu différente que les EJB. On va être plus dans les annotations transactionnelles qu'on a dans des frameworks comme Spring. On va dans le transactionnel définir la nature de la transaction, si on doit en créer une nouvelle, etc. On peut aussi injecter, comme on le fait dans les EJB d'ailleurs, un user transaction. Donc on a un bin user transaction qui est créé automatiquement par le moteur CDI. Et je ne sais pas si ça répond à la question, mais en fait on se retrouve aujourd'hui avec un conteneur EJB, un conteneur de bin CDI, le conteneur web classique. La relation entre le conteneur CDI et les conteneurs EJB, c'est qu'un EJB peut devenir un bin CDI, donc dans lequel on additionne les fonctionnalités EJB et les fonctionnalités CDI. L'inverse n'est pas vrai. Donc un EJB, c'est un EJB et il ne fera rien d'autre. Pour finir sur ce point, par rapport aux transactions, le moteur d'EJB ne gère pas les transactions. Il gère finalement les interceptions quand on invoque l'EJB pour demander la gestion des transactions à JTA. Et finalement, la notation A transactionnelle, c'est un intercepteur CDI qui joue ce même rôle. Il joue le rôle que jouait le conteneur EJB.
Donc tout On ça peut l'utiliser dans un WAR. Mais de toute façon, aujourd'hui, tu peux avoir des EJB dans un WAR aussi. Des EJB pas transactionnels dans un WAR? on peut décider que nos EJB n'ont pas de transaction. Il faut dire not supported ou un truc comme ça. EJB Lite, ouais. Ouais, mais un session stateless, il est transactionnel aussi. Mais bon, on regardera peut-être un peu de code ensemble à l'issue de la session. Donc oui, il ne me reste pas beaucoup de temps pour parler des extensions, c'est un peu dommage, mais allons-y. Donc donc j'ai dans CDI, comme j'ai montré, en plus de tout ce qu'on vient de voir, alors on n'a pas tout vu, mais en tout cas on en a vu une grosse partie, on a un mécanisme d'extension portable. Donc à quoi ça va me servir ces extensions? Donc on imagine que tout le système derrière, on en a vu un petit bout, utilise tout un tas de métadonnées. Donc on a vu un petit bout par exemple avec le point d'injection qu'on a vu tout à l'heure dans le producteur. Donc je vais pouvoir dans mes extensions manipuler les métadonnées qui vont être utilisées par le conteneur. Donc ces métadonnées, donc on a vu le point d'injection, on en a d'autres. On va voir la notated type, il y en a d'autres qui sont listés là. Et comment je fais ça? Je fais ça en utilisant le mécanisme d'événement qui est utilisé par le conteneur au démarrage, qui va lancer une série d'événements, on va voir la liste tout à l'heure, une série d'événements que je peux observer avec le @observes, et sur ces événements, récupérer ces métadonnées, les enrichir, les modifier, pour changer le comportement du conteneur CDI. Donc pour créer une extension CDI, en fait c'est pas très compliqué, il faut créer une classe qui va implémenter l'interface extension, qui est une interface de marquage, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de contrat. On va donc ajouter, comme je viens de le dire, une ou plusieurs méthodes qui vont observer les événements qui sont lancés par le conteneur au démarrage. Et puis je vais devoir définir ce qu'on appelle le service provider. Alors ça vient de l'aspect Java EE. Pour activer mon extension, je vais devoir ajouter dans meta-inf un service qui va porter le nom, donc un fichier qui va porter le nom de la classe du service provider, en l'occurrence l'extension CDI. Et en fait, c'est un fichier texte dans lequel je vais lister les classes d'extension que je dois activer. Donc, par exemple, donc là, je vais faire une petite partie théorique, on verra la pratique juste après. Je peux observer mon événement process annotated type, donc qui est un événement qui va être lancé pour tous les types découverts, pour pouvoir changer les informations sur un type ou forcer les conteneurs à ignorer ce type. Alors, on a vu dans CDI, on utilise énormément les annotations. Si on voulait modifier le comportement d'un type, on aurait beaucoup de problèmes en CDI, parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas, en Java, modifier les annotations d'une classe en runtime. Donc on ne peut pas rajouter une annotation ou l'enlever. Donc c'est la raison pour laquelle, dans CDI, on a tout un système de métadonnées. C'est le cas de la classe annotated type, qui est un type annoté, qui va reproduire dans un modèle manipulable les informations de la classe et de ses annotations associées. Donc, pour chaque type découvert, mon conteneur au démarrage va créer une classe annotated type et la passer dans un événement process annotated type que je vais pouvoir observer. Donc, je vais pouvoir intercepter tous les types annotés et décider, ou pas d'ailleurs, et décider de faire quelque chose dessus. Donc, par exemple, je pourrais observer un certain nombre de types annotés et appeler la méthode veto, voilà, qui va me permettre de dire, OK, ce type, tu l'as découvert, mais tu l'oublies, tu n'en feras pas un bin. Donc, ce n'est pas un candidat pour être un bin. Bon, je vais essayer plus rapidement. Donc, un exemple, c'est quand même intéressant. Une bonne pratique, assez souvent, si vous regardez les docs, notamment de Weld, c'est de dire, attention, évitez d'utiliser les entités JPA comme bin. Parce que donc vos entités JPA, leur cycle de vie est géré par l'entity manager. Si vous avez un autre cycle de vie qui est géré par CDI, vous risquez de vous retrouver avec des conflits, des proxys qui se rentrent dedans, etc. Donc, en gros, faites en sorte de ne pas faire d'inject sur des entités. Donc, pour être sûr qu'on n'a pas de problème, on pourrait décider de créer une extension qui évince toutes les entités
de la liste des bins finaux. Donc ça, c'est très simple à faire. Je vais, on a le code qui est en dessous, hein. Je vais observer le process annotated type de tous les types. Donc là, on a une première version qui est la version CDI 1.0. Je vous la laisse regarder, on va regarder la version 1.1 et plus. Il se trouve que dans la version 1.1 et plus, on a en plus la possibilité de s'arrêter uniquement sur les types qui portent une certaine annotation. Donc là, je vais en fait intercepter tous les annotated types qui portent la notation entité, donc quel que soit leur type. Et pour chacun de ces types, je vais faire un veto. Donc toutes mes entités, je les passe à la trappe. Donc ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas disponibles, ça veut dire qu'elles ne vont pas continuer le cycle de découverte des bins et que CDI va les ignorer pour la suite du traitement. Donc j'ai évincé ces types-là. Alors ce qui est quand même bon à savoir, je vais mélanger un peu la pratique et la théorie parce qu'il y a beaucoup de choses à intégrer dans cette partie. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une fois que l'application est lancée, donc quand on a fini toute cette phase d'initialisation que j'ai déjà évoquée, où on a toute la résolution des points d'injection, vérifier si nos points d'injection sont ambigus, s'ils sont satisfaits, etc. À la fin de cette phase, mon bin manager, donc le conteneur de bin, il est en lecture seule. Ça veut dire que je ne peux pas créer de nouveaux bins et je ne peux pas en supprimer. Attention, quand je parle de bin, je parle bien des métadonnées liées au bin. Je ne parle pas du fait de créer une instance. Une instance, je peux en créer autant que je veux. Donc c'est pendant cette période-là que je vais pouvoir modifier les données qui seront utilisées à la fin par CDI et le bin manager. Donc mon extension, elle doit intervenir pendant cette phase d'initialisation. Et à la fin, quand mon extension a fini son travail et que mon application tourne, mon extension peut être également utilisée comme bin. Je peux récupérer des données que j'ai collectées au démarrage pour mon usage applicatif. Alors, je pense qu'en fait, voilà, je vais montrer plutôt le code sur les slides, ce sera plus simple, vu qu'il nous reste 10 minutes. Un autre exemple d'extension. Je souhaite ajouter un bin au conteneur. Donc, on a vu tout à l'heure que je pouvais le faire avec un producer. Là, je vais vous montrer une autre façon de le faire. Alors, il en existe d'autres encore, mais une façon assez simple de le faire, qui va permettre de rajouter un bin au conteneur et de faire en sorte donc, que ce bin, contrairement au producer, puisse tirer parti de tous les services CDI, notamment l'AOP. Donc, comment je ferai ça? Donc, la méthode la plus simple, c'est de faire l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous vous souvenez, j'ai récupéré mes entités et j'ai mis un veto dessus. Ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un type annoté à mon stock de bin, à mon stock de type, excusez-moi, découvert. Donc, comme il va être ajouté au stock de type découvert, plus tard dans le cycle, eh ben, ce type va être éligible pour devenir un bin. Exemple, imaginons que je veuille rajouter un bin de type HMAP. Pourquoi est-ce que HMAP ne serait pas supporté par défaut? Parce que HMAP, il est dans le JDK, et que CDI, il va regarder les bins qui font partie, les jars, excusez-moi, qui font partie de votre application, et uniquement cela. Il va pas aller. Trop bas niveau alors. Voilà, on est trop bas niveau. Donc on ne va pas aller regarder tous les jars qui pourraient être dans votre serveur d'application, au-delà des problèmes de visibilité de class loader, et évidemment encore moins ce qu'on a en bas niveau au niveau du JDK. Donc, mais HMAP, la MAMAP, j'aurais quand même pu en faire un bin par un producteur. Tout à fait. On pourrait très bien en faire un bin par un producteur. Ce que je voulais vous montrer, c'est que par une extension, c'est quand même pas beaucoup plus compliqué, et on peut avoir plus de fonctionnalités à terme sur notre HMAP. Ouais, c'est des histoires d'intercepteurs, de décorateurs dont tu as parlé tout à l'heure. Là, on les aurait. Là, on les aurait. Si on a le temps, je pourrais même montrer qu'on les a. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais observer un autre événement, qui est en fait le premier événement qui est lancé par le conteneur au démarrage, c'est le before bin discovery. Et dans ce before bin discovery, j'ai une méthode qui s'appelle add annotated type. Et cette méthode add annotated type, je lui fournis un nouveau annotated type, un nouveau type annoté, que je crée à partir de la classe HMAP. Donc mon bin manager, il a un certain nombre de méthodes qui permettent de créer
les différents types de métadonnées existants dans CDI. Là, j'utilise la méthode create annotated type. Je lui passe la classe, il va me créer mon type annoté et je vais pouvoir récupérer le type annoté. Au passage, on voit que mon observeur, enfin la méthode qui observe l'événement before bin discovery, je lui passe en paramètre le bin manager pour qu'il l'injecte. On peut le faire dans n'importe quel événement au démarrage. Ou pas, on n'est pas obligé de le faire. Donc là j'ai besoin du bin manager, donc je me l'injecte. Donc du coup, quand je fais ça, je me retrouve à la fin avec ouais, ça c'est un petit peu rapide. Je me retrouve avec une hmap, et sur cette hmap, on a vu tout à l'heure les décorateurs, je pourrais définir un décorateur. Donc là j'ai un exemple de décorateur que j'ai appelé map décorateur. Donc il implémente l'interface map, tout comme ma hmap. Il est abstrait parce que je n'ai pas envie de surcharger toutes les méthodes de map. J'ai juste envie de surcharger put. Et je vais pouvoir, donc par exemple ici, bon, j'ai une méthode qui décore put pour tester si ma clé s'appelle qui. Et si ma clé s'appelle qui, je n'ai pas envie d'avoir de clé qui s'appelle qui, donc je vais la rejeter. Et puis si c'est le cas, bah, je fais quand même, si c'est pas le cas, je fais quand même put. Donc voilà, j'ai modifié mon comportement d'une hmap. On pourrait imaginer, ce que j'ai dans du code ailleurs, on pourrait très bien imaginer, par exemple, utiliser ce mécanisme pour déclencher un événement à chaque fois qu'on fait un put dans la map et que quelque chose l'observe à l'extérieur pour pouvoir faire un traitement particulier. Donc ça, si j'ai bien compris, ça va marcher avec toutes. En fait, cette méthode, elle va être appelée pour toutes les hmaps qui sont injectées. Toutes si les je fais mon new moi-même, ça sera pas, on ne passera pas là-dedans. Si on, je dois prendre le temps de montrer les codes quand même. Donc si je prends voilà. Il n'y a pas lancé, si c'est bon. Donc si je prends Windows, c'est l'autre. Voilà. Vous avez vu, je suis sous Eclipse, hein, c'est bien. Alors, donc si je reprends le code, là je prends un test qui utilise ce code-là. Je vais y arriver. Voilà. Donc ce test, bon, je vous passe le mécanisme de lancement du test, peu importe. En fait, en gros, ça crée un war avec tout ce qu'il me faut comme classe et tout ce qu'il me faut comme service, et d'activer l'extension. Ce qui est intéressant, c'est le bas, à partir du inject. C'est qu'en fait, ça se comporte presque comme une classe normale. Donc là, j'injecte ma classe, ma map, je veux dire, et puis je fais mon test ici, donc c'est comme un test JUnit. Hein. Je vais faire un myMapPut key value, et ma myPut another key another value, et puis je vais tester. Est-ce que ma map contient un key? Si mon décorateur fonctionne, ça ne doit pas être le cas. Et puis par contre, elle doit contenir another key. Donc si je monte, ah d'accord, je vais grossir comme ça. Vous voyez mieux là? Donc je vais juste montrer le code. Hein. Là j'ai carrément la méthode avec le mécanisme d'observer dont je parlais tout à l'heure. Donc j'implémente map, j'injecte mon délégué, et ce que je fais ici, c'est comme le code que vous avez vu sur la slide, à peu de choses près. La seule différence, c'est que je génère un événement qui va avoir comme annotation, comme qualifier, le qualifier added to map que j'ai créé, et puis je vais envoyer la clé sous forme de string. Donc je rajoute un qualifier parce que envoyer un objet de type string dans le vide, c'est quand même assez compliqué d'être sûr qu'à l'autre bout, on va pouvoir le récupérer en sachant de quoi il s'agit. Donc je rajoute le qualifier pour dire que c'est quelque chose qui est relatif au map. Je vais juste faire tourner le test, comme ça vous verrez que ça fonctionne. Hop. Je vais y arriver. Voilà. C'est là qu'on va voir que tout plante. Jusqu'ici, tout va bien. Je crois que j'ai une exception surtout, je crois. Exception. Ouais. Bon, le test passe. Il y a un truc bizarre qui s'est passé au démarrage. Donc mes tests sont passés. Ça veut dire que, si je regarde le test, ça veut dire que, en dépit du fait que j'ai
Mickey et value, il ne l'a pas retrouvé dans la map. Ça veut dire que mon décorateur a bien évité l'ajout. Par contre, il a bien trouvé l'autre clé. Normalement, je devrais avoir un petit message qui apparaît ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'accord, on va laisser tomber. J'avais un petit système out println, mais il a dû sauter. Bref, donc on voit que là, j'ai créé une map qui s'est comportée différemment. J'ai plus beaucoup de temps, donc je vais revenir sur les slides. C'était pour vous montrer que c'était pas que de la théorie quand même. Donc mon schéma préféré. Donc je vous ai parlé des différents événements qui interviennent au démarrage du serveur. Je sais qu'Alexis aime beaucoup ce schéma. Ouais, j'adore. Il faut bien garder à l'esprit que c'est pas un cycle de vie répétitif, c'est un cycle de vie one shot. One shot, c'est pas. Tu veux dire que c'est juste une illusion si ça a l'air plus compliqué que le cycle de vie JSF, c'est ça? C'est pas comme le cycle. Enfin, c'est plus compliqué que le cycle de vie JSF, certes, parce qu'il n'y a que 9 étapes dans le cycle de vie JSF, si ma mémoire est bonne. Sauf que là, ça n'intervient qu'une fois au cours de l'application. Donc j'ai toutes mes étapes. Je vais en parler rapidement là avant la pause. À un moment donné, j'arrive à l'étape application running. D'accord, vous voyez là-bas. Donc là, voilà, il y a tout votre business qui se passe là-dedans. Tout ce qui s'est passé avant, c'est fini, c'est passé, ça ne repassera pas. Et puis à un moment donné, quand j'arrête l'application, j'ai un shutdown qui s'opère. Donc là, on voit l'exemple de tous les événements sur lesquels je peux agir au démarrage de CDI 1.1. Alors en CDI 1.0, il y en a un ou deux en moins. Je n'ai pas le temps de détailler, mais voilà ce sur quoi vous pouvez travailler. Donc, dans les différentes étapes, j'ai mis 3 couleurs. Donc, vous avez les étapes sur lesquelles vous n'avez pas d'action possible, il n'y a pas de hook pour pouvoir observer un événement quelconque, mais c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe. Donc, il y a l'étape avant la découverte des bins, en fait, avant la découverte des types même carrément. Après, donc, il va intervenir qu'une seule fois. Le conteneur scanne les archives. Après, pour chaque type, j'ai un événement process annotated type qui est lancé. Donc, ça c'est fait. Hein. Après, moi, j'écoute ou j'écoute pas, mais c'est fait tel quel. Je vais pouvoir intercepter comme je l'ai fait là. J'ai un autre événement qui est très intéressant qui va me permettre, après avoir pris connaissance de tous les types qui vont être utilisables dans mon appli, d'avoir la possibilité d'en créer un nouveau, si j'ai besoin. Après cette partie qui est juste centrée sur les types, je vais passer à la partie bin. Le conteneur va vérifier si les classes qu'il a rencontrées sont éligibles pour être des bins, etc. Donc si ce n'est pas des classes abstraites, si ce n'est pas des interfaces, s'il y a bien des constructeurs, etc. Une fois que c'est fait, il va traiter les points d'injection, il va traiter les sites d'injection. En gros, c'est les endroits où, c'est les bins finaux ou les producteurs. Il va, après, pour commencer à constituer les bins, traiter ses attributs pour pouvoir éventuellement annuler la création du bin, parce que voilà, il y a un certain nombre de raisons qui font que je n'ai pas besoin de ce bin. Traiter le bin, traiter les producteurs, observer toutes les méthodes, manipuler toutes les méthodes observeurs éventuellement. Je peux faire sauter l'écoute d'un événement, ou je peux rajouter un qualifier sur méthode d'événement. J'ai, après la dernière phase, avant que la porte ne se ferme, c'est l'after bin discovery, dans lequel je vais pouvoir, après avoir observé tout ce qui s'est passé, rajouter encore un bin, rajouter un point d'injection, etc., etc. Et après, j'ai une validation qui intervient, et after deployment validation. Donc en gros, là, tout ce que je peux faire, c'est, voilà, lancement fini, bonjour, vous êtes dans l'extension machin chose. Après, mon application tourne. Et dernier événement, je peux faire libérer des ressources, par exemple, au moment du shutdown de l'application. J'ai déjà dépassé mon temps. Donc, juste pour vous montrer un exemple, je vais vous montrer qu'à travers les slides, un exemple qui est pris depuis le framework Delta Spike, qui est un framework qui propose un certain nombre d'outils et d'extensions pour CDI. Donc, comment est-ce que je pourrais utiliser ce mécanisme d'extension pour mettre un scheduler dans CDI. Donc, pour créer une telle extension, j'aurais besoin, je vais le faire rapidement, j'aurais besoin dans mon extension d'observer les annotated types avec une annotation de type schedule, par exemple. Pour chacune des classes qui portent schedule, l'ajouter à une collection. Deuxième étape,
après la découverte de tous les bins, je vais regarder cette liste de classes, je vais créer un scheduler Quartz en l'occurrence. Je vais faire une boucle dans la liste de classes et rajouter chacune de ces classes comme job dans Quartz. Voilà. Et à la fin de mon application, je vais pouvoir libérer le scheduler que j'ai créé en l'arrêtant et puis en le remettant à 0. Donc en gros, si je comprends bien, là, tu as 3 méthodes publiques. Chaque méthode, c'est une étape dans le fonctionnement de ton extension. Si on regarde mon super schéma, en fait, j'ai fait quelque chose dans Before Bin Discovery, c'est-à-dire que j'ai préparé mon extension à fonctionner. J'ai été regarder tous les types annotés. Non, d'ailleurs, j'ai fait une erreur. C'est pas Before Bin Discovery. J'ai fait Process Annotated Type, After Deployment Validation et Before Shutdown. Donc c'est ces 3 étapes que j'ai observées dans mon extension. Donc, je pense qu'on n'a pas trop le temps de regarder le détail du code. Je vous invite à aller regarder sur le repo qui est... On a la référence au repo, à son repo GitHub à la fin de la présentation. Vous pourrez jouer avec ça et faire vos propres expériences autour des extensions CDI. Un bon exemple aussi, c'est d'aller regarder des frameworks de type DataSpike et de regarder comment est-ce que ces extensions qui sont contenues fonctionnent. Voilà. Ok, alors on va faire une petite pause. Peut-être on va prendre une ou deux questions, 2-3 minutes. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, ensuite on fera une petite pause et on attaquera la deuxième partie. J'ai mordu de 5 minutes. Un quart d'heure après. Oui. Désolé Alexis. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'en vois une. J'aurais une question sur les événements et sur le fait de pouvoir observer des événements sur les transactions et à quel point ce mécanisme peut être généralisé pour observer d'autres événements et entre guillemets déclencher un traitement asynchrone via les événements, quoi. Déclencher des traitements asynchrones via des événements, c'est ça? Alors aujourd'hui, ce mécanisme d'événement, il est qu'au sein de CDI. Donc les frameworks qui s'appuient, ou les specs qui s'appuient sur CDI peuvent tirer parti de ces événements. Par exemple, dans la spec servlet, on a un certain nombre de choses qui sont compatibles. Alors c'est plutôt CDI qui le fait, mais il y a des choses qui sont compatibles et qui font qu'on a des événements liés au cycle de vie servlet qui sont lancés et qu'on peut écouter dans une application CDI. Après, pour la problématique de l'asynchronisme, aujourd'hui, on n'a rien dans la spec pour le faire. Par contre, on pourrait créer une extension ou une approche différente pour le faire. L'approche la plus simple, c'est de dire, OK, j'ai des EJB. Pour les EJB, j'ai un fonctionnement asynchrone avec la notation asynchronous. Donc, je vais écouter un événement dans une méthode EJB et celle-ci va appeler un traitement asynchrone. Donc, je vais rendre la main tout de suite et je vais pouvoir continuer mon application pendant qu'un traitement se fait. Donc, dans ce mécanisme, l'événement il sera réceptionné de façon synchrone et il sera traité de façon asynchrone par le JB. Découplage de ce type. Après, on peut imaginer d'autres approches. Alors, il y a une approche peut-être un peu élaborée avec JCA. JCA, on verra après que JCA peut faire de l'asynchronisme dans du JCA. C'est peut-être un peu lourd pour certains, enfin selon le cas, mais on verra qu'il y a des solutions là-dedans. Alors, et où on pourrait utiliser la nouvelle spec concurrency qui nous permettrait de lancer un thread pour faire ce traitement. Alors, si on était dans une approche plutôt à la sauvage, on pourrait également créer un thread nous-mêmes, mais l'aspect Java nous l'interdit. C'est pas interdit, on peut le faire. Par contre, c'est en gros at your own risk si vous le faites. Aujourd'hui, dans Java E7, on a l'aspect concurrency. Ça serait une bonne piste que nous on explorera pour voir si on peut pas mettre une option asynchrone sur les événements. Ok, une autre question, et ensuite on fera la pause. Donc on prend encore une question là, et on fera une pause 15 minutes. Donc ça nous mettra à 11h10, 11h25, on se retrouve ici pour la deuxième partie. Donc deuxième question. Tu expliquais qu'on ne peut pas charger de créer de bin après le démarrage. Comment tu peux gérer ce qui est chargement ou rechargement de classe à chaud, par exemple, les outils qui font de l'instrumentation? Le chargement, attends, je n'ai pas compris, excuse-moi.
Quand tu fais du chargement de classe à chaud après démarrage de l'application, Ouais. c'est-à-dire si tu fais un class for name ou des choses comme ça, ouais, par il exemple. n'y a pas de souci, sauf que ça ne sera pas des bins. D'accord. Voilà, c'est tout. Et par exemple, les outils qui font de l'instrumentation pour du monitoring. Alors, en fait, c'est pas complètement vrai, parce qu'imagine, tu peux avoir un producer qui renvoie un objet, ou qui renvoie on va dire une classe racine, et tu pourrais très bien dans le producer faire un class for name, récupérer, faire une instance de l'objet et le renvoyer dans le producer. Et ça fonctionnerait. Donc tu créerais une instance dynamique. Mais par contre, le bin, c'est-à-dire le fait qu'il y a un producer défini, ce point d'ancrage, il est défini au départ et il ne change pas. Après, toi, tu fais ta petite salade dans le producer, mais c'est possible, oui. Ouais, mais ça marchera donc que si on fait nous-mêmes notre class for name. Si c'est quelqu'un clair. d'autre qui le fait, on sort du scope CDI. Ok, donc retour ici à 11h25. Si vous avez des questions, je peux aussi répondre pendant la pause. Hein.